Sud Radio 10h midi Média, les invités du jour. Deux invités aujourd'hui, Julien Bugier, bonjour, journaliste sur France 2. On vous retrouve tous les jours pour vous présenter le journal de 13h et puis plusieurs soirées, dont celle dont nous allons parler ce soir à 21h05 sur France 2, le raid raconté de l'intérieur, 35 ans d'intervention à haut risque. Et avec nous, on a la chance d'avoir Robert Broussard, bonjour. Bonjour. Fondateur du RAID, vous apparaissez évidemment dans ce documentaire puisque vous étiez à la base même de la création de cette unité d'élite, de cette unité particulière. Je dois vous dire que j'ai été, moi, happée par les images. J'ai eu la chance de le visionner hier. Ça dure 2 heures et franchement, vous ne le lâchez pas. Il y a une tension. Je voudrais vraiment féliciter le journaliste, le réalisateur Michael Gage parce que c'est un travail vraiment remarquable. Julien Bugier, peut-être cette histoire, vous apparaissez dans ce documentaire, vous avez découvert des choses vous aussi en découvrant cette enquête, ce doc? Oui, bien sûr, j'ai découvert plein de choses. Alors, de par mon métier, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de membres du RAID et de participer à certains reportages à leur côté, mais c'est vrai qu'on retrace en 120 minutes, en 2 heures, très haletantes, 35 ans d'histoire de création du RAID et Monsieur Broussard sera là pour l'attester, qui sont des hommes d'exception, qui font un travail remarquable dans l'abnégation permanente, qui risquent leur vie pour les autres et dont on parle assez peu. Donc c'est vrai qu'à l'occasion de cette date anniversaire, on avait aussi envie de mettre en lumière leur travail et leur sacrifice d'une certaine manière au service de la France. Oui, ce sont des hommes qui risquent leur vie, vous l'avez dit. Robert Broussard, est-ce que vous avez revu des images à l'occasion de ce documentaire? Non, absolument pas. Non, vous ne les avez pas revus. Non. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette première affaire donc, qui s'était passée au palais de justice de Nantes? Moi, j'ai été sidérée par les images parce qu'on voit le chemin qui a été parcouru tant sur les méthodes que sur la proximité qu'il peut y avoir avec les preneurs d'otages. Quel souvenir vous gardez, vous, de cette première prise d'otage? Et d'abord, c'était une affaire, disons, test pour la création de ce nouveau service. Personnellement, j'avais déjà participé à une bonne soixantaine d'affaires de prise d'otages en tant que chef de la brigade anticommando. Mais là, c'était la première pour le RAID, qui est née, donc, qui existait depuis seulement quelques mois. Donc, inutile de vous dire qu'il ne fallait pas se tromper. Et le résultat final, finalement, a été un grand soulagement. Oui, et on voit assez bien, je trouve que cette affaire est assez emblématique, tout l'aspect psychologique, l'importance, parce que le RAID, on voit des hommes cagoulés, armés, on a évidemment, et vous l'abordez, il y a plusieurs affaires qui sont abordées, l'affaire Mera, où des coups de feu ont été tirés, mais là, pas un coup de feu n'a été tiré, et c'est uniquement la négociation qui a permis d'arriver à une issue heureuse. Oui, exact. Mais dans la nuit, il y a eu 2 ou 3 coups de feu tirés par les gens qui étaient à l'intérieur. Mais ça a été un combat psychologique, un corps à corps psychologique extrêmement dense qui a duré près de 36 heures, avec des individus qui étaient quand même certains chevronnés, notamment Courtois. Et puis l'autre, le Kalki, qui est venu s'intégrer dans le dispositif de l'extérieur. C'était une épreuve d'endurance quand même hors norme. Oui, et Julien Bugier évoquait le courage. C'est quand même ce qui ressort de ce documentaire, ce courage de ces hommes qui sont confrontés au risque de mourir quotidiennement. Et il y a cette image très impressionnante où on vous voit avec Ange Mancini, qui est le patron du RAID, qui est le premier chef du RAID. Quand vous vous préparez à rentrer dans la salle d'audience face à Courtois, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais non. C'était un véritable défi que m'avait lancé Courtois, c'est-à-dire qu'il en avait marre que l'on discute par téléphone. Il me dit, mais si maintenant, c'est là que ça va se passer, il faut que tu viennes, et sans armes. C'était un défi qu'il me lançait, et effectivement, je lui dis, oui, je suis capable de venir sans armes. Et effectivement, je suis venu, j'ai bien montré que je n'étais pas armé. Il a demandé que j'ouvre ma veste. Enfin, s'est instauré un dialogue un petit peu surréaliste, et qui finalement a abouti à quand même
un échange assez constructif. Oui. Et, on se sondait l'un et l'autre, quoi. Oui, c'est ça, c'est assez frappant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces images, Julien Bugier? C'est assez saisissant tout de même, et de voir finalement qu'il faut réagir en un quart de seconde, ce qui est le propre de cette unité d'élite. Oui, et c'est là qu'on voit l'entraînement exceptionnel et la capacité de concentration aussi de ces hommes, encore une fois, d'exception. Je voudrais simplement faire une petite parenthèse pour rendre hommage d'abord à Robert Broussard, Ouais. qui est un grand flic, comme on dit, tombeur de Messrine, et qui s'est donc vu confier il y a 35 ans la mission de réunir les meilleurs policiers dans une unité d'élite. C'est la constitution du RAID, c'était le 23 octobre 85, avec l'idée d'aider les policiers dans les prises d'otages, dans la lutte antiterroriste, dans le grand banditisme. Et ce qu'on montre à travers ce documentaire, au-delà de cette histoire qui est vraiment la première affaire emblématique des policiers du RAID qui donc investissent le tribunal de Nantes dans les conditions qu'on montre dans le film. D'ailleurs, j'ajoute que les éléments audio et les documents audio qu'on entend dans le documentaire sont assez inédits. Hein. On les avait assez peu entendus jusqu'à présent. Et ce qu'on montre aussi, c'est l'évolution des techniques d'intervention, à la fois sur la négociation, qui était quelque chose M. Broussard me contredira pas, j'imagine, mais qui était quelque chose quand même de relativement nouveau à l'époque, et puis les techniques d'intervention pour réussir ces opérations ultra dangereuses. Voilà, donc on montre vraiment qu'au fur et à mesure des crises, que ça soit la traque de Colonna, Ris-Orangis avec la mort de 2 hommes, que ça soit Nantes, la menace avec Mera, et puis aujourd'hui la menace avec ce qui s'est passé autour de l'hypercachère, notamment, et puis des attentats évidemment terribles du Bataclan. Les hommes du RAID et les hommes de cette intervention d'élite se sont organisés et ont fait évoluer véritablement leur technique au fur et à mesure de ces crises. Oui. Vous suivez chacune de ces crises, Robert Broussard, à chaque fois qu'il se passe quelque chose? Oh oui, c'est plus fort que moi. À chaque fois que j'apprends qu'il y a une opération d'envergure, eh bien, je cherche à savoir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et j'ai des contacts très fréquents avec le chef actuel, Jean-Christophe Dulon. Et on ne se détache pas complètement quand on a, disons, touché à ce service. Il en est de même. D'ailleurs, on a une association, les anciens, les 12 argentés, et on aime bien se retrouver. Il y a de très grande solidarité, une très grande amitié entre les gens, et c'est réconfortant. Oui, vous avez gardé à chaque fois que vous êtes en contact avec chacun des patrons du RAID depuis sa création en 85? Oui, bien entendu. Oui, oui. Et vous suivez ça également avec Mancini, on peut passer. Oui. On a vécu d'abord notre séjour en Corse qui n'a pas été facile pendant plus de 2 ans, et ensuite, je crois, oui, pour quelque chose quant à sa nomination à la tête comme premier patron du RAID, et puis il y a quelques jours, on était encore ensemble. Oui, oui, oui. Il est formidable hein, dans le documentaire. On voit l'homme de terrain, la psychologie de cet homme, et on rit aussi parce qu'il raconte avec le recul. C'est ce qui est assez formidable dans le documentaire, c'est de refaire cette histoire et de raconter. On le voit à un moment, je ne veux pas tout raconter, mais c'est vrai que ce sont des images moi qui m'ont vraiment fasciné, où il parle à Courtois sur les marches du palais de justice et il raconte ce qu'il lui a dit à ce moment-là. Je vous laisserai le découvrir parce que c'est assez drôle. Il y a d'autres affaires, évidemment, qui ont jalonné l'histoire du RAID. Julien Bugier, on reparle aussi de Human Bomb, avec un témoignage très fort, celui de la médecin Evelyne Lambert, qui revient sur... elle s'est retrouvée propulsée comme ça dans cette maternelle où il y avait une prise d'otage, on le rappelle, et de nombreux enfants qui étaient pris en otage. Oui, elle se retrouve confrontée à Human Bomb, cet individu qui avait pris en otage effectivement une école à Neuilly en 93. Et ce sont des archives absolument inédites qu'on donne à voir au public aussi à travers les reconstitutions, parce que c'est la particularité de Histoire secrète. Au milieu des archives, il y a des reconstitutions plus vraies que nature. Ça permet aussi de comprendre quel a été l'enjeu, quelles ont été la teneur des discussions entre les uns et les autres à l'instant T. Et c'est vrai que les discussions avec le preneur d'otage de l'époque...
et les négociations avec d'ailleurs un certain Nicolas Sarkozy à l'époque sont assez, de ce point de vue-là, saisissantes. Là encore, on voit comment aussi les hommes du RAID ont fait évoluer leur technique de négociation, leur technique d'approche et leur technique d'intervention pour neutraliser des individus qui prennent en otage des citoyens. Robert Broussard, est-ce que vous diriez que le RAID, c'est la meilleure unité d'élite aujourd'hui au monde? Non, vous savez, chaque pays ont dû se mettre au goût du jour, c'est-à-dire de constituer des unités. Mais il est évident que lors de la constitution du RAID, j'avais eu pas mal de contacts et par la suite également, nous avons été demandés. J'ai visité un certain nombre d'unités dans le monde, y compris aux États-Unis, au Canada, dans l'Europe, pratiquement tous les pays. Et disons qu'on a servi effectivement, dans bien des cas, de modèle. Oui. Quel est le rapport à la mort? C'est la question peut-être un peu bête, un peu basique qu'on peut poser, mais on est confronté au danger, à un danger réel, à un danger mortel, parce qu'on est face à des individus excessivement dangereux, que ce soit Mera, que ce soit Courtois à l'époque ou que ce soit Human Bomb. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Et c'est vrai qu'on est étonné de voir la proximité qu'il peut y avoir parfois au risque de la vie des hommes. C'est le risque. Oui, c'est-à-dire que très rapidement, il faut essayer de juger un petit peu l'adversaire que l'on a et ne pas en rajouter, mais s'imposer également. Ça a été le cas avec Courtois quand il m'a demandé de venir à l'intérieur de la cour d'assises. Il me pose la question et la première chose, il me demande de lever les bras. Et là, je lui dis, écoute, je ne lèverai pas les bras devant un type comme toi. Alors là, vous voyez, le dialogue était engagé d'une façon peut-être un petit peu brutale, mais on posait, disons, la façon positionnée de l'un et l'autre. Bon. Et à partir de là, on a eu une discussion qui était parfois extrêmement dure, mais il faut marquer quand même son terrain sans en rajouter. Et j'insiste bien, c'est un contact d'abord qui doit être humain. Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. C'est assez délicat et en fonction de la personne que vous avez en face quand même. Oui, Julien Bugier, sur ce... C'est assez impressionnant de les voir négocier, oui, parce puis, qu'on est vraiment au cœur des négociations. Hein. Oui, et puis Robert Broussard le raconte très bien à travers cette petite anecdote qui est une sacrée preuve aussi de courage et qui instaure tout de suite un rapport de force. C'est important de le rappeler parce que la négociation, c'est aussi un rapport de force, savoir, vous l'avez dit, Monsieur Broussard, savoir juger, jauger l'adversaire, trouver ses failles et par conséquent réussir à gagner la bataille, que ce soit sur le terrain de la négociation ou de l'intervention. Moi, je voudrais préciser que ce qui est aussi inédit dans la manière dont on aborde ce film de 2 heures, c'est que pour la première fois, ce sont les hommes du RAID eux-mêmes qui se racontent, ce qui est assez rare, parce que ce sont des hommes de l'ombre par définition, qu'on a plutôt l'habitude d'avoir de loin, cagoulés, masqués, et qui parlent assez peu de ce qu'ils font. Et pour la première fois, là, ils racontent de l'intérieur la manière dont ils mènent ces opérations. Et puis, il y a cette traque aussi. Moi, j'ai appris plein de choses. La traque, évidemment, d'Ivan Colonna, qui a été arrêté par les hommes du RAID le 4 juillet 2003. L'assassin du préfet Erignac, il était 19h dans une bergerie. Il se cachait dans le sud de la Corse après 4 années de traque absolument intense. Et là aussi, on voit que le RAID, pardon de le dire comme ça, mais apprend en marchant parce que il est obligé de recruter, par exemple, ce qui est inédit, des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que dans les montagnes corses, pour repérer la cache éventuelle d'Ivan Colonna, les bons hommes du RAID étaient assez facilement identifiables. Voilà, donc on a été chercher des femmes et c'est la première fois que des femmes, d'ailleurs c'est bien de le souligner, des femmes rentrent dans les rangs du RAID pour jouer les randonneurs sur les chemins, vous savez, du GR20 qui traverse la Corse et tâcher de repérer et d'observer le lieu où se cache Ivan Colonna. Donc voilà, on apprend aussi plein de choses de ce point de vue-là, c'est formidable. Ils ont accepté de parler facilement les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que comme ils y étaient pratiquement tous, il y en a qui ont disparu de la circulation, si je puis dire. C'est par exemple dans l'affaire de la maternelle de Neuilly, c'est Jean-Claude Borel-Garin qui était le chef adjoint du RAID, et je crois que le chef du RAID de l'époque est un peu sorti de l'histoire. Oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est d'abord une histoire de contrat de confiance, comme toujours dans notre métier qu'est le journalisme. Je crois qu'ils connaissent les épisodes précédents qu'on a pu faire avec ce format qui s'appelle Histoire secrète, ou avec
Cellule de crise, qui était en seconde partie de soirée. C'est un travail rigoureux, c'est un travail qui est à rebours parfois du sensationnalisme de certaines chaînes concurrentes qui traitent ce type de sujet. Voilà, on est vraiment dans la pédagogie, l'explication, le décryptage et le souci de la vérité. Et ça, c'est important, et c'est aussi pour ça que les hommes du RAID et le RAID a accepté de nous ouvrir ses portes.